Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Amandine Perjot, responsable communication du CNDB. On vous accueille aujourd'hui pour un webinaire initié par France Bois 2024, qui est un projet qui a été du coup soutenu par France Bois Forêt et puis le Codifab à l'initiative du CSF Bois. Donc France Bois 2024 vous invite aujourd'hui sur la thématique suivante, le bois outdoor-indoor pour aménager et équiper les Jeux de Paris. Donc, on part sur un webinaire d'1h30. Donc, vous connaissez maintenant la musique. En tant que participant, vous n'avez pas votre son ni votre caméra, mais on vous invite à poser vos questions directement dans le chat ou dans la petite bulle conversée. Après chaque intervenant, en fait, on aura quelques petites minutes pour poser les questions et les retranscrire à l'oral. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir beaucoup d'intervenants, en commençant par Marie Jariot, coordinatrice du projet France Bois 2024, puis Benjamin Lévesque de la direction de l'excellence environnementale de Paris 2024. Ensuite, Frédéric Chouzenouf, direction des sites et infrastructures pour Paris 2024. On continuera ensuite notre matinée avec Stéphane Rhin, directeur général chez Célise Habillage Urbain, Valérie et Romuald de Wilder, co-gérant Sublime Design, Lorenzo, responsable clientèle chez Trafo. Ensuite, Simon Hulin, architecte, designer, cofondateur d'Equilaya Architecture, et puis Georges-Henri Florentin, président du projet France Bois 2024. Bonjour à tous. Je suis coordinatrice du projet France Bois 2024. Pendant la présentation d'Amandine, je me disais que ça faisait beaucoup de 2024, mais c'est le but que toutes les entreprises et les participants présents aujourd'hui se préparent pour cette échéance. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter en introduction avec Paris 2024, qu'on est ravis d'accueillir ce matin. Quelques mots sur France Bois 2024, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la structure projet mise en place par la filière bois, construction et aménagement pour se préparer au jeu. Je veux bien la slide suivante. Donc un projet structurant de filière qui est inscrit dans le contrat stratégique signé en 2018, qui est financé par l'amont et l'aval de la forêt de la filière bois française. C'est une petite structure projet qui travaille sur 3 volets qu'on voit sur la slide suivante, qui sont donc à la fois l'accompagnement technique, notamment auprès des donneurs d'ordre, pour les aider à bien prescrire le bois, on va dire, c'est-à-dire proposer du bois dans les jeux là où c'est pertinent, là où c'est compétitif, là aussi où c'est innovant et où ça peut donner à voir les changements dans la manière de construire et d'aménager dans une France bas carbone. On a commencé par travailler pas mal avec Solideo pour la préparation du village olympique, et puis depuis 2 ans maintenant, je pense qu'on travaille aussi avec Paris 2024 sur la partie ouvrage et équipement éphémère pour la partie jeu, mais ils vous expliqueront tout de suite quel est leur objet. On a aussi un volet communication et accompagnement des entreprises, puisqu'évidemment, on est au service des entreprises de la filière pour qu'elles puissent répondre et se positionner sur les jeux. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à aller voir notre site internet qui est indiqué là, à vous inscrire à notre annuaire et à notre newsletter. On relaye les appels d'offres et les infos importantes. Il y a souvent des meet-ups qui sont organisés. Et puis, on a également un volet formation, puisque la construction et l'aménagement bois, l'objectif, c'est que ça grimpe en part de marché, et donc il y a tout un ensemble, évidemment, d'acteurs à former à des techniques qu'ils ne maîtrisent pas encore. Voilà pour France Bois, pour le contenu de nos activités. Sur la slide suivante, voilà, exemple de newsletter qui date un peu, puisqu'on est en train de sortir la numéro 14. Et puis, pour finir, sur la slide suivante, quelques acquis pour le bois. C'est déjà pas mal de bois, comme ceux qui ont pu suivre l'actualité le voient. Alors aujourd'hui, c'est plutôt dans les ouvrages pérennes qu'on sait que le bois sera présent, puisqu'évidemment, il faut plus de temps pour les concevoir et les réaliser. Donc, ils ont pour la plupart déjà été, les équipes de conception-réalisation ont pour la plupart déjà été désignées. C'est le cas du village des athlètes, qui sera situé à cheval sur Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen. Le Grand Palais éphémère, qui est d'ores et déjà ouvert et dans lequel on a tenu le forum bois construction en juillet. Le centre aquatique olympique,
l'ARENA, des écoles, des groupes scolaires qui accompagneront la réalisation des futurs quartiers, puisque vous savez sans doute que les villages construits pour les Jeux dans une logique d'héritage seront transformés en quartiers de ville ensuite. C'est le cas du village des athlètes et du village des médias. Donc, il y aura des écoles qui n'ouvriront évidemment pas pour les Jeux, mais juste après. Le centre aquatique du fort d'Aubervilliers et le hall 3 du parc des expositions du Bourget ont également une charpente en bois. Donc, ça fait pas mal. Et ce qui est devant nous, donc ce sur quoi on travaille fort en ce moment avec Paris 2024, et c'est pour ça qu'on est à nouveau ravis de les accueillir ce matin, c'est les ouvrages et les aménagements temporaires ainsi que le mobilier qu'on trouvera pendant la phase jeu, donc les quelques semaines d'événements à l'été 2024. Et c'est l'objet du webinaire ce matin. Voilà, donc à suivre. Merci beaucoup Marie. Donc, du coup, on va laisser la parole tout de suite à Benjamin Lévesque et puis Frédéric Chouzenouche. Donc, je vais tout de suite arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup à France Bois 2024 d'avoir organisé ce webinaire. Grand merci Marie, Sarah, Georges-Henri de nous aider depuis 2 ans maintenant, effectivement. Côté COJO, comité d'organisation, donc l'intervention qu'on va faire avec Frédéric Chouzenou, c'est depuis Paris 2024, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques. On a 2 points qu'on souhaitait partager avec vous. Le premier, c'est, je vais le faire assez rapidement, c'est les points structurants de la stratégie environnementale de Paris 2024. Et puis, Frédéric fera un focus sur tout ce qui est associé aux infrastructures temporaires et donc en creux les opportunités pour le bois. Ok, donc première diapo en toute humilité, hein, comme vous voyez, le plus grand événement du monde face au plus grand défi de l'humanité, mais en fait ça explique les deux ambitions qui sont juste derrière. Tu peux avancer de la stratégie environnementale. On va aller chercher le moindre impact possible, et puis 2, profiter du pouvoir de traction du sport et des athlètes et profiter de l'exposition médiatique pour passer des messages sur la transformation écologique. Donc ça structure notre manière de fonctionner au sein de la direction environnement et de manière générale au sein de Paris 2024. On a fait le choix de prioriser 4 thématiques. Je vais juste détailler la première derrière. C'est celle de la neutralisation de l'impact carbone des Jeux. Il y en a un second axe qui concerne la biodiversité, donc là, un sujet qui est très, très local par rapport aux questions des émissions de GES. Donc là, on regarde site par site quels sont… on a regardé les enjeux en termes d'habitat, d'espèces ou de continuité, et puis on suit les impacts potentiels de nos infrastructures. On a un axe fort sur l'économie circulaire. On a également une approche quantitative. On regarde tous les volumes d'objets qui vont passer par les Jeux. Et c'est un événement énorme et très, très court. Donc, il y a un enjeu à réutiliser tout ce qu'on va acheter, magistralement possible, plutôt tout ce qu'on va louer. Et le Grand Palais éphémère illustre déjà cette volonté. Et puis, un 4e axe qui est sur la résilience environnementale. Voilà, c'est malheureusement un sujet qui monte. Le VVF a publié là, cet été un rapport sur l'impact du changement climatique sur le sport. Donc, ça concerne à la fois les grands événements, et ça nous concerne, nous, pour le mois d'août 2024, évidemment. Mais ça concerne aussi la pratique sportive au quotidien. Le rapport du VVF indique qu'on risque de perdre 1 mois de pratique sportive potentielle dans l'année. Et ce n'est pas juste un problème d'enneigement. Voilà pour nos 4 grands enjeux. Je peux avancer, Fred, merci. Peut-être encore un tout petit peu à gagner en bas là, sur la partie notes. Slide un peu plus fourni, juste pour expliquer la manière dont on travaille. Donc, il y a les 4 axes que je viens de citer. Ça se croise avec 5 activités opérationnelles qui sont liées à la livraison des Jeux et de ce dont on va parler ce matin. C'est la partie infrastructure, construction durable, évidemment. Il y a tout un tas de méthodes autour de ça pour sécuriser l'atterrissage de nos ambitions. Je peux avancer et je vais
j'essaye d'aller vite parce que Fred a vraiment beaucoup de choses à vous partager et qu'il y a de nombreux intervenants derrière. L'approche de la contribution positive pour le climat, qui est un principe écrit depuis notre conseil d'administration du 18 mars, c'est le fait de réduire de plus de la moitié par rapport au jeu précédent, et après de se permettre de financer des projets carbone partout dans le monde à hauteur de 1,5 million de tonnes de CO2. Puis, c'est un engagement récent de cette année d'avoir une sorte de surcompensation ou de contribution additionnelle qui passera à 100% par le label bas carbone, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, sur lesquels pour l'instant il y a 3 méthodes agri et 3 méthodes forêt. Et donc, on va, Paris 2024, faire un petit choc de demande là, sur la contribution nationale, parce que le label bas carbone, il progresse relativement doucement depuis qu'il a été lancé. Et que nous, on va mettre quelques millions d'euros et ça fera un petit choc de visibilité aussi pour ce label bas carbone. Et on a envie de travailler des projets carbone à la fois partout dans le monde, mais aussi proche de nos sites. Et sur notre approche climat, le point très très important, c'est qu'on a un budget carbone et donc les directions ont une partie de ce budget carbone à gérer. C'est le cas pour la direction des sites et infrastructures qui a de l'ordre de 6% de ces 1,5 million de tonnes de CO2. La Solidéo est cachée derrière le 26% sur la partie construction permanente. On prend en compte l'impact de toute la construction de ce qui est développé, de l'ensemble des ouvrages développés par la Solidéo. Et il y a également évidemment des déplacements et un certain nombre d'opérations. Ce sera des émissions qui surviendront en 2024 pour la partie opération. Voilà ce que je voulais vous partager en grande ligne. Et puis, un peu en termes de transition et pour focaliser sur le bois, voilà, on était ensemble avec France Bois 2024 dans le Grand Palais éphémère au mois de juillet. Le bois dans le cadre de la stratégie, pas que dans le cadre de la stratégie environnementale de Paris 2024, dans le cadre de la stratégie de Paris 2024, que ça fait clairement partie des solutions, que ça coche les cases des thématiques que je vous ai présentées, mais qu'au-delà, ça coche les cases de notre stratégie responsable des achats. Voilà, qu'il y a une sorte de grand chelem à faire pour le bois. Il faut qu'on continue à travailler les opportunités objet par objet. Et on est dans un secteur de l'événementiel qui est encore peu avancé en termes d'utilisation de ce matériau. Voilà un peu pour poser nos priorités environnementales et introduire le sujet du bois là-dedans. Fred, je te laisse la main pour rentrer dans l'opérationnel. Ok, merci Benjamin. Je vais essayer d'être à la fois rapide et complet. Ça risque d'être un peu dense. Je peux m'en excuser à l'avance. Déjà, peut-être petit rappel sur les sites olympiques de Paris 2024. Donc, on a un concept qui met fortement en avant des sites temporaires dans le cœur de Paris, en Paris Centre, avec aussi différentes utilisations d'arénas qui sont plus en limite de Paris. Un pôle aussi très important en Seine-Saint-Denis, qui est au cœur de notre projet, avec des sites temporaires, mais aussi des sites existants. Et on a des ouvrages majeurs en Seine-Saint-Denis avec le Stade de France, le centre aquatique qui est en cours de construction. Je vais passer assez vite pour un petit rappel. Et on a aussi bien sûr des sites en dehors de l'Île-de-France, les stades de foot et à Tahiti, le surf. Ça, c'était pour les sites olympiques. Les sites paralympiques avec un concept qui se renforce, on va dire, autour du cœur de Paris et de la Seine-Saint-Denis, donc avec l'utilisation d'un peu moins de sites. Je vais passer assez vite. Peut-être petit rappel un peu des différentes typologies de sites. On a la chance en France et à Paris de disposer d'ouvrages, de sites qui sont d'ores et déjà des ouvrages de compétition de niveau international. Bercy, le Stade de France, le Parc des Princes, vous les connaissez pour la plupart. Et bien sûr, notre concept est assez fort et d'utiliser au maximum ce patrimoine, si je peux l'appeler comme ça, assez exceptionnel. On a des sites qui font l'objet de rénovations importantes dans le cadre des Jeux. Donc, ces rénovations sont coordonnées par la Solidéo, qui est un peu notre bras armé sur les projets pérennes, qui pilote en propre certaines rénovations, mais aussi qui coordonne différents maîtres d'ouvrage partout en France. Donc, à Marseille,
sur la rénovation de la marina, la rénovation du stade du Mer Noire par le CD 92, la rénovation du stade nautique de Vers-sur-Marne par la région Île-de-France, la rénovation du Grand Palais par la RMNGP. On a également des sites complètement temporaires qui, cette fois, sont entièrement sous maîtrise d'ouvrage de Paris 2024. Donc, quelques sites emblématiques avec la Concorde, le château de Versailles, Paris Centre dans son ensemble avec énormément d'ouvrages, le stade de Tour Eiffel et l'Arena de Champ-de-Mars qui est livré avec un peu d'avance. C'est une comaîtrise d'ouvrage Paris 2024 RMNGP. Et l'idée, et c'est assez nouveau, je crois, dans l'histoire des Jeux, c'est le premier site olympique temporaire qui sert avant les Jeux. Voilà. Je vais faire un petit focus sur les infrastructures temporaires sur lesquelles il y a probablement des pistes d'utilisation du bois. Donc, je ne vais pas parler, je vais vraiment me concentrer sur le périmètre de Paris 2024, sortir du périmètre des ouvrages pérennes, qui est plus donc, le périmètre de la Solidéo et des maîtres d'ouvrage qu'elle coordonne, pour vraiment se concentrer sur notre périmètre Paris 2024, donc les infrastructures temporaires, et particulièrement donc, ce que nous on appelle les overlays, les aménagements temporaires, exclusion du mobilier notamment. Donc j'ai identifié 11 typologies d'items sur lesquels on peut imaginer peut-être soit des solutions directement en bois de par la nature et qui sont d'ores et déjà utilisées, ou soit peut-être des alternatives bois, où là j'ai envie de dire peut-être à nous, quand je dis nous, c'est vous et nous, d'être collectivement créatifs pour trouver des bonnes idées. La première typologie d'infrastructure, c'est ce que nous on appelle souvent les grandes structures démontables. On est sur des ouvrages assez particuliers pour nous, où on est un peu à mi-chemin entre des structures temporaires et des structures pérennes. La principale caractéristique, souvent, c'est à partir du moment où il y a un toit. À partir du moment où on a une aréna qui est couverte, ça nécessite forcément, en termes de reprise de charge, des conceptions spécifiques de la fabrication sur mesure. Par rapport à nous, notre concept, on a principalement trois ouvrages de ce type. On a donc le Grand Palais éphémère qui est d'ores et déjà livré et qui a largement utilisé du bois. Et on a ensuite le stand de tir dans lequel on a 2 halls, un hall d'entraînement et un hall d'entraînement et pour les qualifications et un hall pour les finales. Donc là, vous avez la structure là, sous les yeux là, dans la partie basse de ma slide, de la structure qui a été déployée, construite dans le cadre des Jeux de Tokyo 2020. Donc là, vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément beaucoup de bois qui est utilisé sur la structure. En tout cas, c'est nous, Paris 2024, notre dernière grande structure et qui est lancée là, actuellement dans le cadre de l'AMI Overlay dans le sous-lot du lot 1, mais j'en reviendrai dessus tout à l'heure. Donc voilà pour les grandes structures démontables. Donc ces 2 halls du stand de tir, et on pourrait aussi identifier d'autres structures un peu très particulières, et d'ailleurs qui sont dans le même sous-lot dans le cadre de notre AMI Overlay avec par exemple la barrière du stand de tir. Donc voilà, ça c'était pour les grandes structures démontables. Ensuite, on passe sur des infrastructures beaucoup plus génériques, donc avec les tentes. Là, on est sur les tentes standards. Donc là, aujourd'hui, souvent peu de recours au bois, donc à voir qu'est-ce qui est possible de faire sur ce type d'infrastructure qui représente un volume vraiment très important d'overlay. Ça, c'est plutôt des tentes standards là, que vous avez sous les yeux. On a aussi des tentes plus spécifiques lorsqu'on a besoin d'avoir des tentes parfois à double étage, des tentes de très grande taille. Par exemple, la tente en bas à droite, c'est le dining du village olympique de Rio, donc la plus grande tente qui a jamais été réalisée. C'est des tentes spécifiques. L'objectif pour nous, c'est quand même d'y avoir recours entre guillemets le moins possible parce que souvent elles sont quand même assez coûteuses. Ensuite, on a toutes les structures qui vont nécessiter des échafaudages. Donc aujourd'hui, les échafaudages ils sont très largement en acier avec toutes les qualités qu'on leur connaît. Pour des diversités d'usages de notre côté qui sont vraiment très variées, des plateformes caméra notamment, différentes structures pour permettre l'accessibilité, comme ce pont,
Différentes structures pour permettre le passage de câbles. On a notamment avec OBS, le diffuseur des jeux, des volumes très, très, très importants de câbles qui doivent circuler sur les sites. Et on a recours souvent à ces structures d'échafaudage qu'on appelle cable bridge et qui représentent également un volume très important. Et ensuite, les échafaudages, ils nous permettent de construire toutes sortes de structures spécifiques. Donc là, par exemple, c'est la structure de la cérémonie de clôture de Londres, donc une structure qui était en échafaudage et pour le coup en échafaudage acier. Et enfin, les échafaudages, c'est aussi le moyen de construire toutes les structures un peu sur mesure, comme là vous avez par exemple un portique de départ d'arrivée. Donc aujourd'hui, les échafaudages sont très souvent, systématiquement en acier. Peut-être à voir, est-ce que le bois peut présenter une alternative, alors bien sûr, certainement pas systématique, mais partielle à l'usage de l'échafaudage acier. Et enfin, dernière utilisation des échafaudages dans les tribunes. Mais souvent, c'est vraiment intrinsèquement lié à la typologie de la tribune. Donc là, peut-être avoir la possibilité d'avoir recours à du bois. Et donc, sans transition, donc les tribunes, différentes tribunes, là, notamment à Tokyo, donc avoir le recours en bois. Là, on est par exemple largement sur des infrastructures qui ont recours plutôt à de l'acier. Donc, avoir l'opportunité d'avoir recours à du bois dans ce type d'infrastructure, sachant que pour nous, l'enjeu est toujours la réutilisation post-jeu. On le rappelle, Paris 2024, on a une durée de vie très courte et en fait, on ne va pas acheter d'infrastructure. On va louer. Donc ensuite, autre typologie très différente d'infrastructure, tout ce qui est sanitaire. Donc là, vous avez différents types de sanitaires qui peuvent être utilisés. Les toilettes sèches, on a pu voir ça, sur différents événements au cours des dernières années, on a quand même une explosion de ce type d'infrastructure avec souvent un recours important au bois. Nous, c'est une typologie d'infrastructure qui nous intéresse. On se rend compte par contre qu'aujourd'hui, en termes de disponibilité sur le marché, c'est quand même assez limité et le Covid malheureusement n'a pas aidé parce que on a largement discuté de ça avec les fournisseurs de sanitaires. Les investissements ont été forcément impactés et du coup on n'a pas forcément le volume aujourd'hui de toilettes temporaires un peu alternatives qu'on aurait imaginé. Donc là aussi, des opportunités probablement pour le bois par rapport aux infrastructures que vous pouvez voir plus classiques en PVC, en différentes polymères. Ensuite, on a tous les revêtements de sol. Donc là aussi, on a une typologie extrêmement variée avec les différents planchers. Donc la première photo, la photo en haut à gauche est prise dans l'IBC de Tokyo. La photo en bas à gauche est prise dans un Venue Media Center à Tokyo. Donc on a aussi dans ce type d'infrastructure une opportunité par rapport au bois. Le sujet est toujours l'acoustique, donc à voir si on est capable d'avoir des revêtements de sol qui présentent des qualités acoustiques intéressantes. Ensuite, on a tout le sujet des cloisons. On distingue nous souvent deux types de cloisons. Les cloisons modulaires, comme vous pouvez le voir sur toutes les photos, sauf celle en bas à gauche, qui sont souvent, rarement en bois, et les cloisons qui sont plus, on va dire, sur mesure, à la découpe, où là, aujourd'hui, le bois est très souvent utilisé. Après, il y a un vrai sujet à chaque fois sur ces cloisons en bois découpées, installées sur mesure, d'économie circulaire, de réutilisation. Nous, on aura des enjeux extrêmement forts. Et puis, probablement aussi un enjeu pour ces cloisons aujourd'hui modulaires qui sont quand même très peu en bois, de favoriser l'utilisation du bois, où là, pour le coup, il n'y a pas, le bois n'a pas moins d'arguments que les types de cloisons qu'on voit qui sont utilisés. Ensuite, on a toutes les structures modulaires. Donc là, on a vraiment les structures très classiques avec les containers et les bungalows.
c'est le gros des infrastructures sur le site. Et nous, Paris 2024, on va essayer au maximum de favoriser l'utilisation de structures un peu alternatives, comme vous pouvez avoir sur les yeux, notamment ce qu'on appelle en front of house, là où on a les spectateurs. Donc ces structures, aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'on va les intégrer ou pas dans l'AMI overlay qu'on a lancé. Ça dépendra du retour qu'on a des candidatures mardi prochain. Ensuite, on a tout le sujet des passages de câbles. Donc là aussi, aujourd'hui, assez peu de bois utilisé pour tout ce type d'infrastructure, mais probablement des opportunités alternatives avec l'utilisation de bois sur des crochets, des hooks de ce type-là, ou d'autres typologies de passages de câbles. La famille des passages de câbles prend des formes extrêmement variées, avec peut-être certainement des alternatives en bois qui sont possibles. Ensuite, tout ce qui est plaques de répartition, donc pour des cheminements piétons, des cheminements véhicules, pour la protection de sol ou pour l'installation de structures lourdes, afin de répartir la charge. Là encore, aujourd'hui, nous, dans les typologies d'infrastructures, de fournitures qui existent sur le marché, on a peu, voire pas identifié de fournisseurs d'alternatives en bois. Donc, probablement aussi des opportunités. Et enfin, un sujet clôture, là aussi largement dominé par tout ce qui est clôture en métal, clôture en acier, clôture en béton. Aujourd'hui, on a assez probablement également des opportunités sur ce sujet, sur ce type d'infrastructure. Ensuite, on a tout le sujet qui représente malgré tout un volume assez important. Je m'en suis rendu compte là sur Tokyo. C'est toutes les menuisiers à points qui sont réalisées sur les sites olympiques pour permettre, c'est essentiellement lié à de l'accessibilité. Donc des rampes, des escaliers, et qui représentent, mine de rien, un volume assez important d'infrastructures, même si je pense que même nous, aujourd'hui, Paris 2024, on a du mal à estimer ce volume et on le sous-estime probablement. Donc là, aujourd'hui, le bois, de par sa modularité, sa facilité de découpe, est largement, est la solution d'ores et déjà utilisée. Voilà. Peut-être quelques mots par rapport à notre modèle de livraison et les marchés en cours, passés et à venir. On a un modèle de livraison qui se décline sur on va dire qu'il se décline en deux. On a les sites qu'on livre, entre guillemets, où on se fait accompagner d'un partenaire qu'on appelle la démarche Event Delivery. On contractualise avec une entité qui nous livre clé en main les sites. Donc là, on a lancé un certain nombre de sites déjà via ce modèle et ça comprend également les infrastructures. Et on a les sites où Paris 2024 va livrer et où, entre guillemets, on reste maître d'ouvrage de nos infrastructures, de la livraison de nos infrastructures et de la conception des sites. On a lancé un AMI partenariat overlay assez récemment. Il exclut les sites EDM qui sont déjà été lancés, donc les sites via des partenaires qui sont ceux que vous avez sous les yeux, même si on se laisse la possibilité que nos partenaires interviennent en fonction des modalités qu'on définira avec les entités Event Delivery sur la livraison des sites, de ces sites-là. Concrètement, en termes d'infrastructure, pour faire écho à la typologie là, que je présentais tout à l'heure, l'AMI partenariat overlay aménagement temporaire qu'on a lancé, il est alloti en 5 lots avec donc le premier lot qui est le lot tente et tous les aménagements intérieurs associés, un sous-lot stand de tir que j'évoquais tout à l'heure avec les grosses structures démontables, un lot containment rigging, donc le containment c'est tout le passage de câbles, le rigging c'est tout ce qui est lingage, on a également tous les échafaudages techniques dans ce lot, un lot tribune, un lot structure modulaire avec les bungalows, les conteneurs, les sanitaires, tout ce qui est distribution en eau, et un lot barrière et trackway. Trackway, c'est les plaques de répartition, protection des sols. En termes peut-être de calendrier par rapport à cet AMI partenariat, donc on l'a lancé le
1er octobre. On attend les candidatures donc mardi prochain, donc le 26. Et ensuite, on va sélectionner donc les candidats pour une phase offre qui devrait donc nous amener jusque, avec les négociations, on a pour objectif de désigner nos partenaires mi-2022. Voilà. C'était assez dense. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu la typologie de nos infrastructures, les différentes opportunités en termes de bois et un peu le calendrier en termes de marché et notre manière de préparer la fourniture en aménagement temporaire de nos sites. Merci Frédéric. On a eu plusieurs questions. Benjamin, je ne sais pas si tu peux nous répondre en direct rapidement pour respecter le timing sur la provenance des bois ou le choix des bois en cadre des JO. Bien sûr, effectivement, ce qui est inscrit, c'est donc certification PEFC, FSC. Je vous ai présenté la stratégie de neutralité carbone. Il y a dans la stratégie responsable des achats, en fait, des engagements, il y a 2 engagements sur le social, 2 engagements sur l'environnemental qui sont économie circulaire et neutralité carbone, et un 5e engagement qui est création de valeur sur les territoires. Donc voilà, ça oriente et on a France Bois 2024 qui nous aide pour qu'on ait plutôt du bois qui vienne de pas trop loin. Voilà, sur ces 2 questions. Je pense qu'on a largement explosé le… Merci pour compléter, pardon, Benjamin, il y a du bois qui viennent de pas trop loin. Ça, c'est un objectif, comme dit Georges-Henri Florentin, et vous le redira peut-être en conclusion, c'est l'équipe de France du bois. Mais évidemment, il y a aussi, parce qu'il y a eu des questions sur bois exotique par bois exotique, l'objectif de bois français, par exemple, pour les ouvrages pérennes de Solidéo, la filière se les fixait à 50%. Dans les cahiers des charges de Solidéo, c'est plutôt 30%. Là, sur les ouvrages temporaires, ça reste à définir. Donc, en négatif, ça veut dire qu'il y a 70 ou 50% du bois qui n'est pas forcément français. Et il y a une question aussi importante de Guillaume Tendu sur comment connaître les bons interlocuteurs et comment suivre les appels d'offres. Donc, effectivement, on a vu, merci beaucoup Frédéric, que le panorama d'acteurs et le calendrier, il est assez compliqué compte tenu du volume de l'événement. Donc, France Bois 2024, on est là pour faire le relais et tâcher de passer les informations des différentes consultations auprès des différents donneurs d'ordre en temps utile. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de signer d'ailleurs une convention de coopération avec Paris 2024 pour qu'on puisse bien jouer ce rôle-là. Donc, suivez nos actualités et on tâchera de relayer les infos. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à continuer les interventions pour essayer de respecter un tout petit peu notre timing. Donc, on va donner tout de suite la parole à Stéphane Arin donc, pour sa présentation. C'est à vous. Oui, bonjour. Et merci au CNDB et à France Bois 2024 de me donner l'occasion de participer à ce webinaire. Donc, Célise Habillage Urbain, notre entreprise, en fait, est spécialisée en habillage urbain. Donc, c'est la mise en valeur, soit dans le cadre de chantier, soit dans le cadre événementiel des sites. Donc, notre positionnement, c'est de prendre en compte le bien-être dans la ville et le respect de l'environnement. Donc, on fait ça depuis un peu plus de 10 ans. Voilà. Donc, j'ai un souci. Attendez, excusez-moi, 2 secondes. Je vais avoir du bal qui vient, c'est pas grave. Donc, on apporte donc de l'étude, du conseil, des solutions clés en main et aussi du suivi et de la mise en œuvre à travers 5 axes. J'arrive pas à changer j'ai un souci de… Voilà. À travers donc 5 axes, 5 solutions qui sont donc l'affichage de grues, l'habillage d'échafaudage mural, les palissades, le totem et les modules de chantier, donc les bungalows comme on en a parlé. Pour cela, on s'appuie sur tout un écosystème de menuisiers, de tapissiers, d'imprimeurs, bien sûr, paysagistes, cordistes. Voilà. Et autour de 5
axe aussi conceptuel, puisque nos clients ont des besoins qui sont très variés. Donc, parfois, on vient nous voir pour faire de l'habillage urbain au niveau design. Certains veulent, au contraire, rajouter, on va dire, un axe plutôt artistique. Et puis, depuis, on va dire, 3 ans, on a vraiment une demande de plus en plus forte autour de tout ce qui est éco-responsabilité. De notre côté, en fait, on fait de l'habillage de chantier, de la communication grand format sur le bois depuis 2011. On avait eu un projet sur Bordeaux autour du quartier Euro-Atlantique pour faire une palissade en bois et d'avoir une approche, on va dire, la plus neutre possible au niveau émissions carbone. Enfin, on a 2 autres axes de conception. On vient nous solliciter parce qu'on a des clients qui travaillent dans le luxe ou tout simplement des promoteurs qui veulent parler de leur promotion et donc avoir un axe beaucoup plus orienté graphisme. Mais on a un vrai rôle de conseil pour essayer d'amener nos clients vers moins de pollution visuelle, moins de pollution et par rapport aux produits qu'on peut utiliser. Effectivement, le bois a toute sa place dans la réponse. Alors, là, je vais focaliser ma présentation autour de deux grandes solutions qui sont, les palissades et 2, les totems. Donc, on a une approche qui, avant tout, on essaie d'avoir le plus possible, c'est-à-dire design. Alors, ce qu'on entend par design, c'est finalement s'éloigner, lorsqu'on parle de communication, on va dire, du Dibond, qui est vraiment le produit le plus utilisé, qui est en fait le Dibond, un produit en aluminium avec une couche de polyéthylène au milieu qui fait 3 mm d'épaisseur et qui est très utilisé par les imprimeurs. Nous, l'alternative est de dire, on peut peut-être utiliser ce produit-là, mais si on peut utiliser du bois, on peut utiliser aussi du végétal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de mélanger les différentes matières entre elles, sachant que le maître mot, c'est que le Dibond n'est pas du tout recyclable, alors que le bois est complètement recyclable. Et on a pas mal d'initiatives autour de ça. Ce qu'on essaye de faire pour pouvoir justement faire passer le message auprès de nos clients, c'est sur tous nos devis de calculer systématiquement l'empreinte carbone du produit utilisé. C'est-à-dire qu'on essaye finalement de les éduquer. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on fait ça. Et on leur dit, ben voilà, si vous utilisez du bois, vous allez finalement avoir une émission carbone qui est environ 10 fois inférieure par rapport aux produits standards qu'on peut utiliser. D'autant plus qu'on va utiliser du bois qui vient de forêts françaises qui sont PEFC ou FSC, enfin PEFC pour la France. Et effectivement, ça fait son chemin, mais parfois on pêche un peu dans le désert. Bien sûr, tous nos projets, on essaie d'être en symbiose avec le client. Donc là, c'est un exemple qu'on a pu faire sur Lyon, où on a mélangé du bois, là c'était du bois de terrasse, autoclave, classe 4, donc qui a une durabilité très forte, qu'on va associer avec du végétal synthétique. Donc, on va essayer de créer des touches, on va dire, en harmonie avec le projet immobilier. Et toute la réflexion, c'est effectivement d'apporter des solutions qui soient en accord avec le projet du client. Là, c'est un autre projet qu'on a pu faire avec Woodéum et avec le soutien aussi de la ville de Nanterre, où il y a une grande ZAC. Et donc, on associe donc, il y a une grande ZAC qui s'appelle la papeterie. Et l'idée, c'était d'habiller un pont par rapport à ce projet-là. Et donc, d'associer cette fois-ci du bois de terrasse avec du Dibond, qui est le produit, on va dire, assez traditionnel. Et on a des retours absolument phénoménaux. Le client est super content. Donc, c'est la preuve que ce qu'on essaye de développer fonctionne. Alors, il faut faire très attention parce que dans notre métier, peu de gens connaissent le produit bois. Et donc, on a parfois de la déception. Au bout de 2-3 semaines, le produit se détériore. Et effectivement, il faut savoir utiliser le bon bois, surtout les bons produits pour les protéger. Là, c'est un cheminement piéton qu'on a fait en 2016. C'était un chemin temporaire. On a associé finalement du bois de terrasse avec du bois des Landes sur lequel on a imprimé. Et on a pu donc créer toute une animation en associant aussi le végétal qui permettait de relier un tramway à l'entrée du centre commercial qui était une entrée temporaire.
Allez-y encore. Le dernier exemple que je voulais partager avec vous autour des palissades, c'était vraiment cette histoire de palissade inclusive. Finalement, lorsqu'on parle de bois, ce qu'on oublie, c'est que c'est une matière, en fait, matière vivante, c'est une matière qu'on peut se réapproprier. Et ce qui est génial, et c'est peut-être le seul produit sur lequel on peut faire ça, c'est qu'on peut, on peut le prendre en main et on peut vraiment avoir une vision artistique. Donc là, c'est une démarche absolument exceptionnelle qui a été faite dans le sud de Paris, où on a construit une palissade, alors qui montait en fait jusqu'à 2 mètres de haut, mais le bois s'arrêtait à 1,20 m. Et c'est devenu en fait une surface artistique pour l'école. Donc il y a eu un projet artistique organisé à l'école qu'on a pu après déployer sur la palissade. Et moi, j'appelle ça une palissade inclusive parce que finalement, le quartier se réapproprie finalement une sorte de barrière et on devient très fier. Et donc, ça ne devient plus une nuisance avec des travaux, mais ça devient une réappropriation humaine et ce qui fait la beauté de notre métier, on va dire. Maintenant, je vais vous parler des totems. Les totems, c'est un produit sur lequel on n'était pas vraiment présent il y a encore 2-3 ans. Et en fait, on a eu beaucoup de demandes de municipalités et de l'événementiel aussi, qui nous demandaient finalement d'avoir des produits d'exposition avec plusieurs caractéristiques. Alors, la première caractéristique, effectivement, c'était toujours cette histoire de modularité, c'est avoir des produits qui peuvent, on va dire, se déplacer facilement, être, on va dire, déplaçable facilement, modulable, c'est-à-dire qu'on puisse démonter facilement et stocker aussi facilement, réutilisable. Alors, nous, on a rajouté en fait une couche supplémentaire qui était l'éco-responsabilité et la sécurité et le fabriquer en France. Donc aujourd'hui, tous les totems que je vais vous présenter en fait sont passés par un bureau d'études, aussi sont fabriqués en France dans leur totalité et sont démontables, donc peuvent être facilement stockés. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait un totem, mais il fallait que je l'introduise quand même. C'était l'histoire du panneau de chantier où on propose à nos clients, effectivement, lorsqu'on est aux abords de forêt, de pouvoir revoir les plots béton parce qu'on a besoin de lestage pour le coup. On a des systèmes de fixation, on va dire, en bois. Mais surtout, ce que je voulais partager avec vous, c'est les gammes de totems qu'on a pu développer, qui sont… la slide suivante, pour le coup. Allô ? Voilà. Les totems, donc on a 2 gammes de totems qui sont aujourd'hui commercialisées. On est en train de développer des nouvelles. Celle-là s'appelle Lise, où finalement pour répondre au cahier des charges de nos clients, on a mis en fait des surfaces de communication extrêmement apparentes, mais tout ça avec, on va dire, des volets fabriqués en Anjou et un lestage fabriqué en Alsace, où on va proposer finalement différentes configurations de lestage. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la ville d'Ivry, la ville d'Annecy qui nous ont commandé, la ville de Pessac qui nous commande ce type de produit et qui permettent finalement une grande autonomie pour ces villes pour faire de la communication. Ce dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais rebondir sur la deuxième gamme, c'est le réemploi. On a quelques villes aujourd'hui qui sont très attachées sur le réemploi, lorsqu'on met des palissades surtout, moins sur les totems aujourd'hui. Et on a certains de nos clients qui nous ont, on va dire, intégrés et pour participer en fait à la fin d'un chantier, de récupérer le bois et de le livrer à des associations qui, eux, vont réutiliser ce bois pour faire du mobilier extérieur. Et donc aujourd'hui, on est en train de tisser progressivement au niveau du territoire des partenariats avec ces associations. Le totem caisson bois, c'est un totem aujourd'hui qui est utilisé chez de nombreux de nos clients, qui est en fait un produit complètement modulable. Donc c'est pour ça qu'il a des tailles très standards qui font 80, 120, 160, puisque derrière, ce sont des éléments qui viennent s'emboîter et qui est habillé par rapport à
avec des lattes de bois. Donc, c'est des produits aussi qui sont garantis 10 ans. Ce qu'on essaie de faire aussi, d'un point de vue environnemental, et un sujet sur lequel les gens pensent peu, c'est le support d'impression. Les supports d'impression viennent avec une certaine taille. Et donc, ce qu'on essaye d'apporter, c'est des formats qui sont des formats peut-être moins conventionnels par rapport à ce que peuvent faire, on va dire, des grands afficheurs. Mais en revanche, on sait qu'il n'y a absolument aucune perte de matière qui va être utilisée par rapport à l'affichage. Donc ça, pour nous, c'est très important. C'est le cas des volets Lise, donc de la série totem que je vous ai montré. Et c'est le cas aussi des totems caisson bois, où on a finalement des panneaux qui sont directement coupés dans la matière. Et enfin, donc ça c'est un exemple d'utilisation de ces caissons bois qui ont été utilisés par la ville d'Ivry-sur-Seine, qui les ont utilisés pour une exposition temporaire, qu'on propose aussi à la location, bien sûr. Dernière slide, et c'est un peu la dernière touche, c'est qu'on parlait tout à l'heure, j'ai noté ce que disait M. Lévesque par rapport à développer, préserver et régénérer la diversité. On a développé une palissade qui s'appelle Field Green. Et le principe, c'est d'avoir une palissade qui est végétale, qu'on va déplacer en fait, d'un chantier à un autre ou d'un lieu à un autre. Et lorsqu'on parle de chantier, mais pas seulement, on a finalement un écosystème qui est complètement, on va dire, rasé. Et l'idée, c'est du mieux qu'on peut préserver cet écosystème et surtout après le faire naviguer d'un lieu à un autre pour pouvoir justement maintenir maintenir une certaine diversité. Bon, j'ai toute une slide autour de ça et je passerai rapidement. Voilà, celle-ci conclut ma présentation. Merci beaucoup Stéphane. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses à la fin du webinaire. On va poursuivre notre matinée avec Valérie et Romuald pour présenter EasyTech. C'est à vous. Bonjour. Bonjour, merci au CNDB et à Jeux Olympiques de nous permettre de présenter nos sociétés. Nous sommes deux frères, Romuald et moi-même Valérie, qui avons mis au point un système par rapport au bois et à la projection. Peut-être le mieux, c'est plusieurs systèmes. On essaye d'être créatif pour présenter des supports de communication. Ce qui serait intéressant, c'est de présenter peut-être la vidéo déjà pour regarder ce qu'on fait.
Donc là, on vous parle un de nos procédés, celui qu'on utilise le plus souvent, qui est justement une façon d'ajouter de l'interactivité au bois. D'autres matériaux, mais le bois, c'est un matériau qui nous intéresse énormément. Du coup, là-dessus, on a intégré des technologies qui nous permettent par le toucher, enclencher des animations. On a des capteurs qu'on intègre dans le bois. L'utilisation elle est assez large. On peut faire vous avez pu le voir, des plans interactifs. On peut faire des choses plus ludiques, des explications, des choses plutôt publicitaires. Euh, dans tous les cas, il y a une interactivité, c'est ludique et ça peut être jumelé avec d'autres interactivités ou d'autres technologies. Vous avez pu le voir, on l'a mis sur des chaussures à un moment, donc ça peut être de l'objet. Dans un musée, on l'a fait sur un énorme vase en terre associé à du bois. Enfin, on n'a pas pu le mettre là. C'est une technologie qu'on peut développer sur tout type de support et tout type de bois. À la base, on peut l'associer aussi avec des écrans, mais ce qu'on a voulu faire justement, c'est essayer d'éviter l'écran, de trouver, d'amener de la technologie, mais tout en étant plus proche des matériaux, plus proche du bois. Et donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'amener de la magie sur des éléments qui normalement ne sont pas faits pour recevoir des images, quoi. À l'origine, on a voulu faire quelque chose de très high-tech, mais sans l'univers high-tech habituel des écrans froids et de ce genre de technologie qui nous repousse un petit peu, les bornes tactiles et tout ce genre de choses. Ensuite, on peut aussi quand même associer ça aussi avec quelque chose de dématérialisé, c'est-à-dire qu'on peut aussi associer ça aux réseaux sociaux. En fait, vu qu'on travaille avec des technologies qui sont de l'informatique derrière, on peut quand même associer tout ça à des statistiques, plein de choses qui peuvent servir ensuite derrière. Donc, on peut aussi vous aider à créer le storytelling parce que parfois, en général, on nous donne un brief, mais c'est à nous de trouver avec le client comment on va interpréter l'idée, comment on va animer. Donc, à chaque fois, c'est une idée, c'est quelque chose qu'on va créer ensemble. alors ensuite, en termes de technologie, bon, évidemment, on est sur du bois, donc c'est pas mal, mais il y a quand même des petites choses électroniques dedans qui consomment un petit peu. Et justement, on s'est, on s'est débrouillé pour essayer de trouver un système qui consomme peu, comme par exemple de travailler avec des Raspberry ou des Arduino qui sont des petits composants microcontrôleurs qui consomment très peu. On a du vidéoprojecteur, mais le vidéoprojecteur, c'est des vidéoprojecteurs à LED et laser qui consomment de moins en moins. Et en plus, moins qu'un écran, même que des grands écrans. Oui, moins que des grands écrans LED, par exemple. Et en plus de ça, on a créé dans nos logiciels des systèmes qui permettent de ne pas utiliser le vidéoprojecteur quand il n'y a pas d'activité autour. C'est-à-dire, s'il y a des horaires, déjà, il s'éteint automatiquement à une horaire précise. Et puis, on fait des sortes d'écran veille qui envoient très peu de signal et donc consomment assez peu. Ensuite, on peut peut-être regarder la prochaine vidéo. Oui. Ça, c'est la même. Voilà, alors, ouais. Pour 3 minutes, je pense. Donc voilà, on peut faire des choses assez ludiques, comme vous le voyez.
pour les enfants comme pour les adultes. On peut utiliser la couleur sur le bois ou uniquement travailler au trait noir, en noir et blanc sur des éléments. On s'adapte complètement à la charte graphique, au message, et on essaye à chaque fois de trouver des histoires intéressantes. Ça permet aussi de faire comprendre certains systèmes, ça permet de faire parler un pictogramme, on va dire. Voilà. Et donc, pour celui qu'on a vu en premier, qui était très ludique, on avait donc du bois qui était imprimé directement. Donc, comme disait Stéphane Rhin, on était là sur quelque chose on n'avait pas de dibond, on est sur quelque chose de 100% bois, on va dire, avec de la sérigraphie directement dessus. Et le projet qu'on a vu juste après, c'était pour le salon Who's Next. C'était voilà, celui-ci. Donc, une projection sur alors, c'est une sorte de table de mixage qui enclenche. Il y avait trois platines virtuelles qui enclenchent des vidéos sur un écran en face. Et on a là-dessus mélangé plein de technologies. On avait des capteurs, comme qu'on a pu voir là, des capteurs à infrason, on avait du capteur infrarouge, on avait un enclenchement fait avec le bras de tourne-disque, un autre capteur qui était enclenché par le mouvement d'un vrai disque. Il fallait accélérer le mouvement pour enclencher une vidéo. Et avec ça, on a aussi rajouté des petites technos comme enclencher une fumée quand à l'écran un immeuble s'écroulait, il y avait une fumée réelle qui sortait au même moment. Donc on a mélangé tout un ensemble de technologies. Voilà, tout ça avec des coûts qui ne sont pas réellement très élevés. On essaie de trouver des astuces. Voilà. Alors là, on est sur du RFID, c'est une autre technologie. Un peu plus classique, parce que là, ce qu'on a présenté avant, c'était ce que nous appelons le woodboard. On est quasiment les seuls à faire ça en France. Alors que là, on vous présente la technologie RFID qu'on maîtrise aussi très bien, qui est plus fréquent, voilà, qui nous permet de… je te laisse présenter. Oui, alors le RFID, alors ici, on le montre pour du vin, mais on l'a utilisé aussi chez Saint-Maclou pour présenter… différents échantillons de matière de décoration. Et du coup, on pouvait, sur un écran, associer différentes matières et voir ce que ça donnait dans un appartement virtuel. Là, c'est associé à un écran. Ça peut être associé au woodboard, comme on vous l'a montré juste avant. C'est-à-dire qu'on pourrait poser, au lieu d'avoir un écran derrière, on pourrait tout à fait avoir un woodboard derrière. On pose un objet et ça enclenche une autre animation sur le mur. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment utiliser tout type d'objet. Bon, voilà, c'est du RFID. Bon, là, on l'a associé aussi avec des statistiques qui nous permettaient de voir quel objet était le plus souvent visualisé. Et puis, on pouvait du coup l'associer avec les ventes, etc. Voilà, donc nous, on vous propose de la créativité par rapport au bois, la mise en place de dispositifs innovants. On a travaillé déjà avec des belles références, Monoprix, Engie, France Télécom, la FNAC. SOWI, EDF. SOWI, voilà. Donc, on a pas mal de… On est disponible, voilà, pour créer avec vous des dispositifs originaux et rigolos. Merci Valérie. Une petite question, enfin merci à tous deux, Romuald, Valérie. Une petite question, est-ce que les produits que tu nous as présentés sont à usage uniquement intérieur ou on peut également imaginer ce type de concept en extérieur? Alors, l'inconvénient de la vidéoprojection, c'est que c'est une lumière qui n'est pas concurrente à la lumière du soleil, on va dire. Donc, on ne peut pas vraiment mettre de projection en extérieur. Par contre, on a d'autres technologies telles que les LED qu'on peut intégrer dans les woodboards. On ne l'a pas ici, mais on pourrait vous montrer éventuellement à l'occasion. On a fait des PLV avec des LED derrière une surface bois. On peut aussi faire des jeux avec des sons. C'est-à-dire que quand on touche un endroit sur le bois, un son va apparaître. En extérieur, on peut utiliser dans des tentes, mais ceci dit, nos woodboards
marche très bien avec la lumière du jour, mais pas en total extérieur, pas directement en extérieur, mais dans des. On a souvent fait des dispositifs très proches de grandes vitrines, donc c'est quelque chose qui marche quand même en intérieur. On n'a pas besoin d'être dans un espace sombre en fait. Là, Non, mais pas au soleil, quoi, on va dire. On a, par exemple, celui que vous avez pu voir dans la première projection, le CFTC, qui était dans une grande tente en extérieur et en plus à Marseille, donc c'était quand même très lumineux. Mais bon, ça fonctionnait très bien parce que c'était pas directement sous le soleil, quoi. Il y avait quand même une tente au-dessus. Voilà. Après, c'est beaucoup plus intéressant quand on est dans une pièce plutôt légèrement sombre. Mais après, tout dépend. On peut aussi utiliser des vidéoprojecteurs beaucoup plus puissants. Là, on arrivera plutôt sur une problématique de consommation énergétique et du coup, mais c'est faisable en tout cas en extérieur aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la présentation suivante. On reviendra aux questions à la toute fin du webinaire. Et on passe tout de suite la parole à Lorenzo de Trafo. Bonjour à tous. Merci d'abord de m'inviter à ce webinaire à Paris 2024 et au CNDB. Je vous présente un petit peu. Donc, Trafot est à la base, il y a maintenant plus de 60 ans, un laboratoire photographique qui a évolué depuis les années 2000, en 80-2000, vers le numérique. Donc avec l'impression, là on va présenter l'impression sur bois, mais le principe c'est d'imprimer avec des encres UV, pour rester dans le discours écologique que j'entends depuis le début de tous les intervenants. On est sur une machine qui utilise des encres qui sont séchées aux UV, donc avec des lampes LED pour une histoire de consommation d'électricité, et des encres donc qui sont séchées aux UV, donc qui ne possèdent pas de COV, voilà, et de solvants volatiles. Voilà. Donc nous, ça fait quelques années maintenant qu'on s'est orienté sur des projets, beaucoup d'expositions et un peu d'événementiel, avec que ce soit des architectes, des scénographes et des graphistes, et aussi quelques artistes sur. Excusez-moi, du coup, j'ai perdu la visio. Oh. Voilà, mon écran a changé, excusez-moi. Et donc, sur l'impression sur le bois, alors sur des essences essentiellement claires, hein, vous verrez un peu sur les différentes diapos, on travaille beaucoup sur du bouleau, du contreplaqué, du CP peuplier, voilà, des bois relativement clairs, bien que l'on possède, comme on voit sur l'image de droite, de l'encre blanche, on reste quand même pour avoir des tons chers ou des tons un peu respectueux des images, des designs, des bois relativement clairs. Voilà. Mais on peut très bien imprimer on a imprimé sur des médiums noirs ou des bois plus foncés qui permettent d'utiliser la sous-couche blanche éventuellement, ou d'imprimer en blanc. Donc là, vous voyez défiler différents projets un peu récents sur des musées, où on a donc imprimé sur divers matériaux en appliquant ou non un vernis, puisqu'on a une tête qui permet on a des têtes qui permettent de faire un vernis de protection après l'impression. Et ensuite, on est équipé aussi, alors on le voit un peu sur le musée de Gien, d'une découpe numérique, d'une table Kongsberg, pour faire donc ensuite venir découper nos impressions à la forme sur la base d'un tracé numérique qui est fourni par le graphiste, et qui nous permet de découper l'image, de faire des petites silhouettes ou de personnages. Vous allez voir un petit peu au fur et à mesure des diapos, ou de différentes silhouettes et de coupes de panneaux. Donc là, vous voyez différentes utilisations, hein, que ce soit sur des planches. Il y a vraiment, on travaille avec des menuisiers souvent qui nous fournissent le mobilier démonté. Voilà. Et on vient assembler, soit les lames, comme dans le cas de l'arme, on vient les assembler sur le plateau de la machine, qui lui fait de 2 mètres par 3. Donc on peut très bien utiliser soit des grandes plaques, soit venir associer, poser les uns côté des autres les éléments du meuble ou de la palissade, ou de l'agencement sur la table, et puis venir imprimer l'ensemble en raccord avant montage. Au niveau du poids, au niveau des différentes caractéristiques de la machine, on est vraiment assez haut, hein, puisqu'on peut se permettre de faire, on a un poids maximum de 100 kg par mètre carré, donc on peut vraiment aller sur des épaisseurs de bois assez importantes,
Là, les totems verticaux là, sur le musée de Lyon, c'est du boulot de 30 mm d'épaisseur. On peut passer dans la machine jusqu'à 50 mm. On a quand même un champ d'épaisseur assez large. Et donc, après, sachant, voilà, vous connaissez le bois, on peut bien sûr après retravailler les différentes épaisseurs en atelier chez le musée pour replaquer ou faire des assemblages. Voilà, là sur les archives départementales, c'est vraiment un exemple de mobilier en même temps signalétique. C'est des panneaux de CP peuplier qu'on est venu imprimer et qui ont été assemblés après par le menuisier sur des structures présentes et fabriquées spécialement sur place. Et la partie centrale, là, je vous parlais de découpe et de silhouettage en numérique. On voit très bien les différents personnages, les différentes les silhouettes et les croix, toutes les parties découpées à la forme après impression dans nos locaux. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Après, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal des gens qui utilisent, que ce soit Célise ou Célise, j'ai vu, qui était d'ailleurs voisin à Montrouge, qui utilise l'impression numérique. Voilà. Qui utilise l'impression numérique, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer parce qu'on est voisins, mais je ne crois pas qu'on se connaisse. Voilà. On se connaît par les dirigeants. On a entendu parler de nous, a priori, je ne vous entends pas, mais. Ah, pardon. Et voilà. Et la société, alors du coup, j'ai perdu le nom, Uditech, voilà aussi, qui utilise les impressions bois. Alors, à un moment, vous parliez de sérigraphie, mais voilà, est-ce que c'est de la sérigraphie numérique dans le sens impression UV ou est-ce que c'est de la réelle sérigraphie? Ça, c'est un point à en discuter à l'occasion. Mais voilà, on se retrouve à être en parallèle chacun de son côté, un peu dans la même direction, que ce soit l'écologie, que ce soit le traitement sur des matériaux renouvelables comme le bois. Et en parallèle, et voilà, c'est l'occasion, merci au CNDB et à Paris 2024 de nous permettre un peu de croiser nos chemins à cette occasion. Voilà un petit peu la présentation. Je ne sais pas si vous avez des petites questions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Lorenzo. Tout pareil, on va faire les questions à la toute fin et on laisse la place du coup à Simon Hulin de Equilaya Architecture. Bonjour à tous. Bon, merci également au CNDB France Bois 2024 pour l'invitation à présenter notre travail. Alors du coup, moi je vais vous présenter les produits qu'on développe avec Equilaya. Donc en fait, nous, les produits sur lesquels on travaille, c'est des produits d'architecture nomade pour tout ce qui est utilisation temporaire. Donc, en fait, on en a parlé un petit peu au début de la présentation. L'idée de base, en fait, si tu passes la prochaine slide, c'est d'arriver, en fait, on est dans une situation traditionnellement dans l'événementiel où on a des structures temporaires qui sont des structures sans aucune qualité spatiale, esthétique, architecturale, alors qu'évidemment, on cherche pour des événements qui sont courts dans le temps à avoir un impact émotionnel et un impact visuel le plus important possible. Et en fait, réussir à conjuguer les deux est quelque chose d'assez compliqué. En fait, on a du mal à faire quelque chose qui soit à la fois beau et grandiose, mais qui puisse être dans des coûts assez maîtrisés ou même une question de praticité. Donc, créer un projet qui soit simple, qui soit mis en place de manière simple va être assez compliqué. Sans parler de l'impact environnemental, quand on est sur des projets sur mesure à vocation temporaire, on se retrouve à avoir souvent beaucoup de déchets. Donc, c'est pour ça que nous, on a travaillé sur ce produit, donc Equilaya, qui a comme objectif vraiment de réconcilier une qualité architecturale. Si tu passes la prochaine slide, une qualité architecturale avec une efficacité logistique et une bonne responsabilité sociale et environnementale. En fait, ce constat nous a amené à nous dire, puisqu'on cherche en général dans ces usages temporaires à s'abriter et accueillir des personnes sous des espaces qui vont être couverts, pourquoi pas utiliser cet espace et cette structure-là comme étant en fait une toile de fond qui va être positive en termes d'impact architectural et esthétique, et ne pas avoir un espace qui de base soit dépréciatif en fait, et du coup aussi uniquement fonctionnel et sans vraie valeur ajoutée. Donc pour nous, la question vraiment du bois, elle a été assez évidente depuis le début, puisqu'on souhaitait avoir vraiment une très bonne excellence environnementale, comme je le disais. Donc le bois, par principe, c'est pouvoir s'inscrire dans des circuits courts, avoir une fabrication locale avec une ressource qui soit renouvelable.
Donc, dans notre cas, c'est produit et transformé en France. On s'est assez vite, en fait, on a réfléchi en fait à quel type de système pouvait correspondre. En fait, on a regardé, comme n'importe quelle personne qui souhaite innover, on a regardé ce qui se faisait dans le passé. Et en fait, on a trouvé un système qui était assez extraordinaire, qui s'appelle le bridge shell élastique. Donc, c'est celui qu'on a sous les yeux, qui est un système qui a été développé dans les années 70 par un architecte qui s'appelle Fry Otto, qui permet en fait à partir de petits éléments de bois qui sont déformés, de créer des structures qui sont complètement impressionnantes. Donc, on a une halle ici en Allemagne qui fait 60 000 mètres carrés avec des portées de 70 mètres. Donc, c'est quand même juste énorme. Et en fait, on a une certaine réversibilité de ce système-là, puisqu'on utilise les propriétés mécaniques du bois pour la mise en œuvre et pour la phase de montage et de démontage. Donc, c'est par nature un système qui est extrêmement efficace en termes d'utilisation de matière. Donc, comme ratio, pour utiliser des éléments que certains vont connaître, pour couvrir 100 mètres carrés, on a besoin d'environ 1 mètre cube de bois. C'est aussi un bois qui va être non transformé, donc c'est pas du lamellé-collé, c'est pas du CLT, c'est pas un bois qui va être préformé ou quoi que ce soit. On est vraiment sur un bois brut. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est aussi, au-delà de tous ces aspects techniques et purement fonctionnels, c'est l'aspect organique et graphique qui se développait avec ces structures-là. Et on peut avoir comme ça des structures qui sont complètement libres, avec une grande liberté de géométrie qui va pouvoir donc s'adapter en fait aux besoins de chacun des espaces, chacun des événements auxquels on va pouvoir s'adresser. Donc en fait, jusqu'à maintenant, c'était un peu un système qui était extrêmement complexe, qui n'était pas vraiment sorti des labos de recherche ou alors vraiment des expérimentations ponctuelles et très laborieuses. Donc le projet que je vous montrais avant, c'était un projet qui était un projet en lien avec un labo de recherche qui a mis des années et des années avant d'aboutir. Et ça devait être de manière un projet temporaire, bon, finalement qui est resté en place. Mais tout ce système-là, par sa complexité en fait géométrique et mécanique, fait que c'était des systèmes constructifs qui avaient été très très peu utilisés et très très peu qui étaient très peu rentrés en fait dans le marché, on va dire conventionnel. Donc, nous, si tu passes l'étape d'après, la slide d'après, en fait, on a mis en place dès le début du projet, en fait, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur ces structures-là, on a mis en place un partenariat en fait de R&D avec Terrel, qui est un bureau d'ingénierie, donc structure façade, et l'INSA de Toulouse, qui est un labo de recherche spécialisé dans les matériaux, pour pouvoir en fait arriver à prédire en fait le comportement de ces structures-là. Donc, ça s'est passé par plusieurs choses. D'une part, en fait, une caractérisation de différents types de bois pour vraiment savoir quel bois était le plus important, le plus pertinent pour nous. Donc, on a caractérisé du chêne, du pin, du châtaignier, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que le frêne, c'était le bois qui offrait le meilleur compromis pour nous, parce que c'est un bois qui est présent en France, qui offre un très bon équilibre en fait entre une flexibilité et une résistance. Il a aussi des fibres qui vont être très homogènes et très longues, donc c'est très très important pour nous puisqu'on travaille en fait sur des lattes, sur une petite maille en fait qui est constituée par des petites lattes. Et on a fait tout un travail en fait pour garantir la prédictibilité de tous les modèles qu'on allait concevoir et calculer. Donc tout simplement, c'est s'assurer que ce qui est modélisé et calculé va correspondre à la réalité, puisque jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment le cas. Il y avait quand même des grosses différences entre des modèles qui pouvaient être conçus en laboratoire ou même des modèles numériques, et en fait la réalité ne correspondait pas. Donc nous, on a fait tout ce travail-là pour pouvoir standardiser au maximum les process et garantir ce qui allait être construit derrière. Donc ça fait, comme je disais, on a fait quasiment 2 ans de R&D pour finalement réussir à sortir un système qui est complètement encapsulé avec un logiciel en fait de conception et de calcul, et qui nous permet en fait d'avoir une panoplie de modèles complètement différentes, mais conçus à partir d'éléments standardisés, 100% réutilisables. Si tu passes la prochaine page, je vais pouvoir montrer en fait le principe global du système, c'est celui-ci. En fait, on a à la base des modules de construction qui font 3 mètres par 3 mètres, qui sont complètement standard, qu'on va pouvoir assembler à plat et ensuite déformer pour pouvoir couvrir en fait une grande surface et complètement verrouiller ensuite pour garantir sa mise en forme. Donc ces systèmes, ces éléments de construction, en fait, nous on les a
On les a standardisés également. On a travaillé sur une production qui puisse s'inscrire dans une chaîne complètement prédictible aussi. Et en fait, toute cette logique modulaire nous permet vraiment de proposer un catalogue de formes qui a en fait des modèles qui vont de quelques dizaines de mètres carrés jusqu'à plusieurs centaines de mètres carrés. Si tu montres la prochaine slide. Donc, on a vraiment une grande diversité de formes qui est rendue possible avec ce système donc modulaire et avec des éléments 100% réutilisables. Rapidement, un mot sur la production. Comme je disais en introduction, nous, le point central de ce projet-là, c'était d'avoir aussi une excellence environnementale et une excellence sociale. Donc, en fait, on travaille avec, pour toute la partie usinage et préassemblage des modules de construction. Si tu vas sur la prochaine slide, on travaille en fait avec des détenus qui sont donc en réinsertion par le travail. Donc, en fait, chaque module qui est produit participe à la formation de ces détenus-là dans une optique de réinsertion dans la vie active. Donc, ils travaillent dans le centre de détention. Donc, on a le label PEPS, qui est en fait un label spécifique pour tout ce qui est produit en prison, en fait. Donc, si on regarde les prochaines, si tu peux passer à la slide suivante encore. On a en fait, voilà, ça fait 5 ans maintenant, comme je disais, qu'on travaille sur ces structures-là. Donc, en fait, on a fait pas mal de projets en France et à l'étranger qui ont permis vraiment de pousser le système. Donc là, par exemple, c'est un restaurant qu'on avait fait pour le Festival de Cannes. On avait 200 mètres carrés qui étaient donc face à la mer, donc de structures couvertes. C'était extrêmement intéressant pour nous parce qu'on était sur un espace qui était, en étant face à la mer, qui avait des grosses contraintes structurelles et qui faisait face aux éléments avec du vent qui allait s'engouffrer dans les structures. Donc, ça a permis vraiment de pousser toute la partie caractérisation des structures jusqu'à ses limites. On a développé, si tu passes les prochaines slides, on a développé en fait des projets un petit peu partout en Europe. Donc ça, c'était un projet pour Barcelone. Donc là, c'était un espace de restauration également. Tu passes la prochaine slide. On est maintenant en train de développer d'autres types d'utilisation, donc pour pouvoir vraiment fermer complètement les structures. Donc on est sur des structures qui sont couvertes, qui peuvent être fermées. Donc maintenant, on est exactement sur le même type de fonctionnement que des tentes classiques, on va dire. Même en termes d'efficacité logistique, comme je disais tout à l'heure, une structure de 150 mètres, 200 mètres carrés va mettre entre 1 et 2 jours à monter suivant la contrainte du site, les contraintes spécifiques du projet. Donc, on est sur vraiment les standards du secteur également pour ces projets-là. Si tu passes sur la prochaine, voilà, on a été aussi appelé à développer d'autres types d'utilisation avec ces mêmes modules de construction. Donc là, on est en fait, on nous a appelés, c'est assez drôle parce que c'était des clients qui, en fait, finalement, voyant les structures-là, nous ont demandé finalement de pouvoir les mettre aussi en intérieur. À la base, on les avait plutôt conçus pour l'extérieur, mais ils nous ont demandé de les mettre en intérieur dans des halls d'exposition pour, en fait, très simplement couvrir aussi des espaces complets pour des salons et créer, en fait, des nappes comme ça qui vont être mises en place. Là, on parle d'une nappe de 300 mètres carrés qui a été mise en place en à peu près 3 heures. Donc, c'est de manière extrêmement rapide, de nouveau, créer une identité architecturale qui va être forte pour un événement, spatialiser complètement toute une zone et en même temps avoir une empreinte écologique la plus faible possible puisque chacun des éléments ensuite est réutilisé et réamené sur un autre projet. Donc là, on est sur des éléments de construction. Les premiers qu'on a sortis, on est sur à peu près une vingtaine de cycles d'utilisation. Mais voilà, on arrive encore à les pousser. Il n'y a pas tellement de problème par rapport à ça. Parce que si on a une casse, par exemple, qui s'opère sur une des lattes, en fait, on a juste à changer une des lattes qui, comme je disais, est un élément de bois brut. Donc, assez peu consommatrice d'énergie et de matière et on n'a pas à jeter l'ensemble de la structure. Les développements sur lesquels on est maintenant, c'est des structures vraiment de beaucoup plus grande portée.
Donc là, c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois. C'est une structure de 30 mètres de portée sans aucun porteur, donc sans aucun poteau intermédiaire, toujours réutilisable et montable et démontable. Donc c'est bien pour montrer que ce type d'utilisation-là est en fait très adéquate aussi pour des structures vraiment de plus grande portée, même si on s'était concentré jusqu'à maintenant sur des structures jusqu'à 200, 250 mètres carrés. Maintenant, avec ce nouveau principe constructif qu'on est en train de développer, on va aller sur des structures de l'ordre de 1000 mètres carrés sans trop de problèmes. Voilà pour ça, j'ai essayé d'aller assez vite parce que je sais qu'on est censé finir à 10h30, donc sûrement que tout le monde a des occupations juste ensuite. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller regarder sur notre site, donc equilaya.com, ou même à me contacter directement par mail. Je me ferai un plaisir de rentrer un petit peu plus dans le détail de chacune des phases du projet. Merci beaucoup Simon, et puis on va terminer du coup cette matinée avec l'intervention de Georges-Henri Florentin, président du projet France Bois 2024. Bien, alors d'abord merci au CNDB pour l'organisation de ce webinaire. Merci bien sûr à notre partenaire, un de nos partenaires privilégiés qui est Paris 2024, donc Benjamin et Frédéric. Je voulais dire que nous sommes en phase de signature d'une convention avec Paris 2024 qui rappelle tous les liens que nous avons avec vous et bien sûr, nous continuons à avoir des liens importants avec Solideo, donc ça devrait se signer d'ici quelques jours. Ils nous ont présenté effectivement les éléments importants de leur stratégie avec les 4 axes qui les motivent et qui organisent leurs actions. Le bois fait clairement partie des solutions environnementales qui sont prévues par Paris 2024. Et il y a une formidable opportunité, comme nous l'a dit Frédéric, sur un certain nombre de produits, composants, que sont des menuiseries d'appoint, que sont des échafaudages, que sont des tribunes, que sont des sols, que sont des cloisons, etc. Et l'AMI partenariat overlay est importante dans ce sens-là. Alors, il y a une petite question qui était posée, je crois que c'est... Excusez-moi, j'ai oublié Max Gauthier peut-être. Si Frédéric ou Benjamin peuvent répondre sur l'AMI lui-même, je crois que ce sera important, juste après mon intervention. En ce qui concerne les questions qui tournent autour des provenances et de la gestion durable, donc il y a eu des questions, en particulier Patrick Barrez s'est exprimé dans ce domaine-là. Donc France Bois 2024 travaille sur un outil de filière qui s'appelle France Bois Traçabilité, qui va permettre, avec nos partenaires que sont bien sûr PEFC, FSC, qui ont été cités par Benjamin, mais aussi par Bois de France, puisque Marie a rappelé que nous avons, nous, un objectif de filière de 50% de bois français. Cet outil permettra, en mutualisant les audits, d'avoir une assurance de à la fois gestion durable et provenance de circuits courts à appliquer dans les Jeux Olympiques. Alors, merci à tous les intervenants, que sont Célise, Uditech, Trafod et Kilaya. Vous nous avez montré des réalisations importantes, vous nous avez montré toute l'innovation qu'il y a sur l'impression numérique et les différents produits que vous pouvez réaliser. Alors, vous êtes quelques exemples de ce que notre filière peut assurer en matière de bois. Donc, avec le CNDB, nous avons fait un document qui permet de voir la palette de l'ensemble des entreprises qui travaillent sur le bois et notamment avec du bois français qui pourrait s'appliquer aux objectifs de Paris 2024. Donc, nous avons un annuaire sur notre site. Marie a rappelé quel est notre site et nous allons bien sûr continuer à donner toutes ces informations à Paris 2024 comme à nos interlocuteurs de façon à mettre en avant l'ensemble de vos entreprises. Donc, bien sûr, c'est court. N'hésitez pas à revenir vers nous, auprès de Marie, auprès de moi-même ou au travers de notre site pour avoir plus d'informations. Bravo à tous et merci. Et peut-être un mot, s'il te plaît, Benjamin ou Frédéric, sur l'AMI, puisque la question était posée. On parle de partenariat. En gros, je simplifie, excusez-moi pour celui qui a posé la question. On parle de partenariat, mais nous sommes de petites entreprises. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'exprimer? Est-ce que c'est au niveau des appels d'offres? Est-ce que si on rate, par exemple, cette étape du 26, je vais un peu plus loin, du 26 octobre, est-ce que c'est condamné?
Donc, peut-être un petit mot sur l'AMI. Super, merci Jean-Jean. Frédéric va vous répondre sur cette question importante. Je voulais également remercier tous les participants et intervenants pour toutes ces idées. On voit qu'on peut faire beaucoup de choses avec le bois. Effectivement, il faudra à la fois faire des choses qui se voient, sans doute, et donc on partagera en interne avec les directions de la culture, les directions des hospitalités, les directions des célébrations, des cérémonies. Et donc, c'est à la fois des choses qui se voient et aussi aller travailler sur le volume. Donc ça, c'est plutôt avec la direction cité infrastructure. Mais vas-y Fred, sur les oui, questions merci pour cette question. Si en effet ce point n'est pas clair, c'est important de le préciser. Donc en effet, on recherche à cette AMI des partenaires qui apportent donc à la fois du cash et des VIK, donc des prestations en nature. Après, de par la taille de ces marchés, nous, ce qu'on va attendre, ou ce qui va très certainement être le cas, c'est qu'on va avoir des groupements, des gros groupements qui vont se constituer pour répondre. Et nous, tel qu'on l'avait imaginé, c'est qu'on imagine des structures, notamment de petite taille, comme membres de ces groupements, que des plus gros groupes de l'événementiel jouent un peu un rôle d'intégrateur par rapport à des structures comme les vôtres. Donc, en effet, là, au stade actuel de la candidature et la date du 26, c'est pas dramatique, entre guillemets, que les groupements soient pas complètement constitués, notamment sur cette typologie de structure, dans la mesure où, en plus, à cette candidature, on n'a pas non plus encore été précis sur notre expression de besoin. Donc, on peut très bien imaginer que les groupements, au moment de la phase offre, c'est surtout celle-là qui va être décisive, jouent encore le rôle d'intégrateur de plus petites structures. Ça, c'est un premier point que je voulais dire. Et ensuite, par rapport vraiment à des items plus spécifiques, en fonction justement des échanges, des négociations, de la constitution des groupements, nous, on se laisse la possibilité éventuellement de lancer des marchés spécifiques sur des items particuliers. Je vais illustrer par exemple les structures bois que j'évoquais tout à l'heure en front of house. Si l'AMI Overlay va nous fournir le gros du volume de ces bungalows, de ces containers, n'apporte pas de réponse satisfaisante sur ces sujets-là, et ben on lancera un ou plusieurs marchés particuliers en parallèle. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question. Et pas hésiter à demander des précisions si ce n'est pas le cas, parce qu'en effet… Et peut-être pour compléter, donc le rôle de France Bois 2024, c'est aussi de faire l'intermédiaire avec ces nouveaux partenaires que Paris 2024 désignera pour transmettre aux entreprises l'information au moment où ces entités chercheront des partenaires pour que, de manière transparente, évidemment, et équitable pour tout le monde, on puisse informer de l'offre et de la demande, on va dire. Il me semble qu'on a traité toutes les questions, donc je vais me permettre de conclure ce webinaire pour respecter le timing à 5 minutes près. Merci beaucoup à tous participants de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour la qualité de vos présentations. On n'hésitera pas à vous envoyer d'ici quelques jours un mail donc avec toutes les informations que vous avez pu voir aujourd'hui, donc les coordonnées de nos intervenants avec également leur site, et vous aurez également le lien du replay qui sortira d'ici une petite semaine.